Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. Est-ce que la cotère peut être influencée par le cégep choisi? Est-ce que le cégep est une période de flânage? Est-ce que les sciences de la nature ouvrent vraiment toutes les portes? Tous ces mythes et même davantage seront démystifiés dans ce balado. Souvent, nos jeunes ont des idées préconçues du collégial et ce qu'on entend comme parents autour de nous n'est pas toujours vrai. Pour explorer ce thème, je m'entretiens avec Isabelle Tremblay, conseillère d'orientation au secteur des jeunes depuis 20 ans, Josée Claveau, conseillère d'orientation depuis 25 ans et Claude Gay, conseiller d'orientation au secteur des adultes depuis plus de 30 ans. Bon balado! Je suis présentement en compagnie d'Isabelle Tremblay. Isabelle Tremblay, qui est conseillère d'orientation secteur jeune depuis près de 20 ans. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour Guylaine. On va parler ensemble aujourd'hui des mythes, les mythes qui entourent tout ce qui est processus d'orientation, mais aussi arrivé au collégial. On va parler aussi peut-être de préjugés que tu entends dans ton bureau. Alors, il y a des choses, des fois, que les jeunes arrivent dans ton bureau puis te lancent, puis que toi, tu dois déconstruire. Alors, qu'est-ce que tu entends souvent? Bien, il y a une demande que les élèves me font parfois qui me surprend à chaque fois. En fait, c'est que l'élève rentre, puis quand je vérifie un petit peu avec lui son besoin, ben il me dit, ben moi, madame, je veux savoir c'est quoi le programme le plus facile, le plus rapide, puis je veux faire un gros salaire. Donc, bon, c'est imagé, mais c'est ça. Ça tourne un peu autour de ça comme presque textuellement là, comme phrase. Puis c'est sûr que comme conseiller d'orientation, comme adulte, je pense en général, de toute façon, une demande comme ça nous fait réagir, mais en même temps, ça nous parle du jeune, hein, puis de là où il est dans son parcours. Hein. Donc, il y a toute la notion d'effort, il y a la notion d'avoir rapidement accès à quelque chose de gros, à un gros salaire, à du luxe, à une autonomie. Bon, tu sais, il y a l'attente par rapport au marché du travail. Donc, c'est sûr que moi, quand je reçois des demandes comme ça, je vais travailler avec le jeune à avoir des attentes peut-être un petit peu plus réalistes. Donc, des formations faciles. Nous, les conseillers d'orientation, on n'a pas des listes de formations faciles puis des listes de formations difficiles. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, il y a tout le travail à faire avec l'élève là, sur ses attentes par rapport à soit une formation professionnelle ou au collégial ou à l'université. Je leur donne souvent l'image de l'escalier, hein, en partant du primaire. On monte un escalier, puis à chaque niveau d'enseignement, ben normalement, c'est une marche plus haute. Donc, on peut se dire que le niveau de difficulté va être supérieur, le niveau d'engagement nécessaire, les efforts. Puis, je fais le parallèle aussi avec... souvent certaines formations où on forme des travailleurs. Hein. Donc, on n'est plus tant en formation générale, mais on est en formation spécifique où on veut développer des compétences, des capacités, puis éventuellement servir une clientèle ou avoir une place sur le marché du travail. Donc, c'est sûr que là, les niveaux d'attente sont pas les mêmes que quand on est au primaire ou au secondaire. Fait qu'il y a toute cette logique-là de dire, ben, tu avances dans ton parcours, donc les choses qu'on attend de toi sont différentes aussi. Fait que l'idée de dire qu'il y a un programme facile, ben, c'est plus ou moins réaliste. Maintenant, c'est sûr qu'on peut regarder aussi toutes les notions là, de salaire. Là, c'est personnel, ça. Hein? Un bon salaire pour moi, un bon salaire pour une autre personne, ça peut être différent. Fait qu'il y a à démystifier tout ça aussi. Là. C'est quoi les attentes du jeune par rapport à la rémunération, puis par rapport au secteur qu'il vise, à l'effort qu'il est prêt à investir par rapport à la durée des études, etc. Comme autre chose aussi que j'entends dans mon bureau, là, c'est l'espèce de posture du jeune, puis qui est correcte. Là. Je le nomme vraiment sans jugement, mais qui en même temps amène son lot de pression, c'est que le jeune va rentrer en disant, ben moi, je veux découvrir la carrière qui est faite pour moi. Il y a une espèce d'attente là-dedans, là, je te donnais l'image du Saint Graal, mais c'est un peu ça, hein, c'est une image un petit peu mythique, romantique de la carrière parfaite. Puis ce que j'explique aux élèves, c'est que quand on a l'impression qu'il y a une seule carrière parfaite,
pour nous, ben on se met beaucoup de pression. Beaucoup de pression, oui. Oui, on se met beaucoup de pression, puis on se donne pas beaucoup de chance, dans le fond, de se tromper. Exact. C'est que si on a vraiment une vision comme la carrière parfaite qui descend du ciel un jour, là, on s'enlève beaucoup de pouvoir aussi, tu sais, de dire, ben j'ai plusieurs options. À différents moments de ma vie aussi, je peux vivre différentes choses. Donc, il y a cette espèce d'attente-là du jeune envers le processus d'orientation qui est un peu comme, c'est ça, un jour, je vais découvrir la carrière, puis ça va être parfait, puis ça va être celle-là pour le reste de ma vie. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des élèves là, à s'autoriser d'avoir plusieurs options parce qu'en réalité, on le sait dans notre vie d'adulte, il y a plusieurs carrières qui pourraient nous convenir pour différentes raisons. Je leur suggère aussi de discuter avec des adultes autour d'eux, puis de regarder un petit peu si effectivement les adultes qui connaissent ont une seule carrière et qu'elle est parfaite et qu'un jour, elle est arrivée dans leur vie comme par magie. Puis souvent, la réponse au retour, c'est non. C'est que dans le fond, les jeunes prennent conscience qu'un cheminement de carrière, c'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui se développe avec les différentes étapes de la vie, avec qui on est. Donc, il y a ce niveau de réalisme-là qu'on travaille, puis de s'autoriser à avoir peut-être 4-5 options, ben moi, je trouve qu'on a moins de chances de se tromper. Dans le sens où si je sais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent me convenir, ben j'ai plusieurs chances, dans le fond, de trouver quelque chose qui me convient. Puis là, ben après, c'est sûr qu'il y a tout un travail avec le jeune à se donner des critères pour éliminer des choses puis en choisir plus une que les autres. Avec l'information qu'on a. Ça peut être mes traits personnels, mes intérêts, mes aptitudes, mais aussi des critères qui sont vraiment propres à moi. Est-ce que je veux une vie de famille? Les valeurs? Est-ce que je veux travailler de jour, de nuit? Est-ce que je veux voyager? Est-ce que là, après, ça devient... c'est infini presque le nombre de critères que les jeunes peuvent nous transmettre. Là. Puis c'est avec ça qu'on fait notre choix. Au final, parmi 4, 5, 6 choix qui auraient pu être corrects, mais on va en déterminer une qu'on met devant toutes les autres, mais à partir de différents critères. Je suis présentement en compagnie de Claude Gay. Claude Gay, conseiller d'orientation depuis 33 ans maintenant. Secteur des jeunes, secteur des adultes, t'as un peu tout fait, hein, Claude? Ouais, la moitié de ma carrière à peu près au secteur des jeunes, puis la dernière moitié avec les adultes, effectivement. Bon, un gros bagage quand même pour nous transmettre de l'information à nos parents aujourd'hui. On va parler ensemble des mythes qui entourent tout ce qui est l'entrée au collégial, les choix à faire vers le postsecondaire. Donc, il y a plusieurs mythes qui existent. Souvent, on entend parler que le cégep, c'est une période de flânerie. D'autres, comme arriver au cégep, les parents, nous, on n'aura plus rien à voir avec notre jeune. On va le laisser aller. Il est autonome maintenant. Donc, il est devenu un adulte. Il est devenu un adulte. Donc, il y a beaucoup de mythes comme ça. Donc, je vais te laisser nous en parler un petit peu. Ben oui. Effectivement, le cégep, une période de flânerie, une période de flottement. C'est vrai que c'est des années dans le développement d'un jeune où, effectivement, il y a un certain flottement. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ça correspond avec la période du collégial. Puis, moi, je pense qu'à quelque part, le collégial a été fait un peu pour ça, justement, pour faciliter un peu ce passage-là. C'est une période d'exploration. Je pense qu'il faut pas négliger ça quand on regarde des jeunes aller au collégial. Ils sont en exploration. Ils n'ont pas encore toute la maturité pour s'affirmer puis prendre des décisions. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Je suis certain que toi aussi, Guylaine, à 17-18 ans, tu savais pas trop ce que tu voulais faire. En tout cas, moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, mais pas nécessairement une. Exact. Fait que je pense qu'il faut se rappeler de ça comme parent aussi un peu, de dire, ben moi aussi, quand j'avais 16, 17, 18 ans, je savais pas trop, puis j'avançais, puis je reculais. Puis je pense qu'il faut rester à l'écoute de nos jeunes, mais il faut quand même accepter qu'ils vivent cette période-là eux aussi, puis qu'ils en profitent pour bouger, pour être en action. Évidemment, un jeune qui bouge pas ou qui fait semblant, il gagne rien. Mais un jeune qui essaye des affaires, même si finalement il s'aperçoit que c'était peut-être pas le bon choix, c'est pas du temps perdu selon moi. Au contraire, c'est une expérience de plus à mettre dans son baluchon. La fameuse période du cégep, la période de flottement, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Le rôle du parent, c'est d'être un observateur, puis de questionner le jeune, puis de voir qu'est-ce qu'il apprend
à travers les expériences, les nouvelles expériences qu'il vit là, dans tout ça. Parce que forcément, il continue par ça à mieux se connaître aussi. Absolument. Là. Exactement. Exact. Puis on le sait, plus on se connaît, plus on est en mesure de faire des bons choix. Vivre des expériences qui nous amènent à mieux nous connaître, c'est augmenter les chances qu'on fasse des bons choix. Exact. On le sait qu'il y a des jeunes quand même qui sont prêts, qu'eux arrivent au collégial, font un programme technique, savent que c'est dans ça qu'ils veulent travailler, puis finalement, ils arrivent sur le marché du travail, sont fiers, sont contents de leur choix, mais c'est pas la même chose pour l'ensemble des Puis jeunes. je dirais, c'est pas la majorité. Je dirais que c'est plus même une minorité de jeunes qui ont un peu ce parcours linéaire-là. En secondaire 5, je fais un bon choix, je me suis pas trompé, je fais mon programme technique en 3 ans. C'est pas la majorité, là. Tu sais, des statistiques qui montrent qu'il y a à peu près un tiers des élèves au collégial qui ont un parcours linéaire comme ça, puis qui réussissent à obtenir leur diplôme, que ce soit technique ou préuniversitaire, dans les délais requis ou à peu près. Donc, 2 tiers des élèves, c'est pas ça qu'ils vivent. Tu sais, c'est quand même une bonne majorité. Tu sais, moi, je regarde les jeunes d'aujourd'hui, là, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il faut que ce qu'ils font, ça ait du sens. Oui. Hein? Le sens est bien important aujourd'hui pour les jeunes. C'est comme des valeurs qui ont repris le dessus. Le sens, le plaisir. Faut que ça soit aussi le fun, tu sais. Oui. Fait que ton choix de cégep, pose-toi aussi ces questions-là, tu sais. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est en phase avec ce que j'observe de mon jeune? Puis, est-ce qu'il va avoir du fun là-dedans? Parce que s'il n'y a pas de fun, ça se peut que la motivation soit pas là. Ben non, effectivement. Exact. Effectivement. Ben comme nous, si on n'aime pas ce qu'on apprend, bien souvent, c'est pas mal plus difficile. Exactement. Puis on n'atteint pas nos Exactement. objectifs. C'est bien difficile de s'investir dans quelque chose si on n'a pas un peu de plaisir, puis ça fait du sens dans quelque chose de plus grand, tu sais. Oui, puis de l'intérêt un peu, tu sais, je regarde, t'expliquais, il faut aimer les sciences. Effectivement, ma fille s'est en allée là-dedans. Faut que tu aimes beaucoup la physique, la chimie, les mathématiques. T'en fais de façon régulière, puis je veux dire... Sois prêt à travailler, hein? Oui. Faut que tu sois prêt à travailler fort, mais il reste que si c'est ça que tu veux. C'est ça. Ça se T'as fait. un objectif avec ça, ben c'est sûr que ça se fait par les gens, là, mais c'est ça. Faut vraiment... C'est ça que je veux dire par le sens, tu sais. Ouais. Un objectif, j'ai besoin de ça pour aller là. Alors, Josée Claveau, on va parler ensemble des mythes. Donc, c'est certain qu'avec toute l'expérience que tu as entendu plein de choses de la part des parents, de la part des étudiants. Alors, peux-tu nous en parler un peu? Un des plus grands mythes qu'on entend parler, c'est vraiment le mythe que les sciences de la nature vont ouvrir toutes les portes. Et je dirais que c'est lui qui amène le plus de pression chez nos jeunes qui choisissent d'aller vers les sciences au secondaire. C'est très exigeant comme programme. C'est un programme qui demande beaucoup de travail, beaucoup de laboratoire, beaucoup d'exercices. Les étudiants, quand ils reviennent nous revoir et nous le disent, c'est un programme qui demande beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de devoirs. Fait que si au secondaire, t'étais un jeune qui pouvait, oui, aimer les sciences, mais qui faisait pas nécessairement tous ses devoirs, qui s'impliquait pas nécessairement de façon naturelle. Puis il y a des fois des jeunes qui réussissent d'emblée naturellement très bien en sciences, puis ils pensent que ça va aller de soi rendu au cégep. C'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment prendre le temps de valider ses intérêts, ses aptitudes, puis de voir si ça correspond à ce qu'on veut faire. Parce que parfois, il y a des jeunes qui disent, je vais aller en sciences de la nature, mais je veux pas nécessairement aller en santé ou nécessairement aller en génie, dans le domaine scientifique. Mais étant donné que je suis pas trop sûre, ben, je vais quand même prendre les sciences, mais je pense peut-être à l'endroit ou dans le domaine de relations d'aide. Ben, je pense que ça vaut la peine qu'on creuse un petit peu plus comme parents puis comme jeunes. Ben, est-ce que si je vais en sciences de la nature, ben, est-ce que je vais dans le bon programme parce que ça peut jouer sur tes notes. Si tu perds la motivation en cours de route, si tu sens que tu es moins performant, que tu aimes moins ça, ben si ça baisse ta moyenne, ben peut-être que tu vas t'empêcher d'aller dans des programmes universitaires qui étaient contingentés, qui étaient pas scientifiques, mais qui demandaient d'avoir une bonne moyenne. Fait que si ton programme en sciences de la nature vient jouer là-dessus, ben à ce moment-là, tu vas peut-être te fermer des portes malheureusement. Donc, c'est toujours important de s'ouvrir les bonnes portes. Parce qu'il y a d'autres programmes. On peut aller en sciences humaines, on peut aller en arts et lettres. Il y a des programmes techniques qui nous permettent aussi d'accéder à ce qu'on veut faire éventuellement. Donc, c'est important, je pense, de bien prendre ce temps-là. Parce que des fois, j'ai des exemples en tête. J'ai, entre autres, une élève que je voyais tout récemment qui me disait, ben, tu sais, mes parents sont fiers que je sois en sciences au secondaire. Puis ils me disent, ben vas-y, t'es capable, tu les as fait cette année,
mais la jeune, elle a pas d'intérêt. Mais le problème, c'est qu'elle veut pas déplaire ses parents. Elle voit qu'il y a une fierté chez ses parents de voir qu'elle est en sciences, qu'elle a le volet scientifique, mais elle a zéro intérêt. Mais elle s'est inscrite quand même en sciences de la nature en se disant, ben je veux pas déplaire à mes parents, je sais pas comment leur dire. Fait que je vais m'essayer une session. Mais là, je lui faisais voir, mais si t'as pas d'intérêt, t'aimes pas ça, ben le programme demande d'aimer ça parce que tu ne fais que des sciences. Fait que c'est important de se remettre en question. Fait que comme parents, des fois, on est fiers. C'est vrai que c'est comme prestigieux, les sciences, mais en même temps, faut prendre le temps de bien regarder auprès de notre enfant, ben c'est tout ça vraiment qu'il veut. Puis la fierté, ben elle peut passer à travers d'autres programmes. L'important, c'est de notre jeune fasse le bon choix. On prend exemple un jeune qui veut s'en aller à l'université après ça en droit, en psychologie. Il n'a pas nécessairement à passer par les sciences de la nature pour pouvoir accéder à ça. Il peut passer par les sciences humaines, puis très bien réussir à accéder dans le programme de son choix aussi. Là. Tout à fait. Puis c'est des programmes qui sont contingentés, donc entre autres pour le droit et la psychologie, effectivement. Alors que s'il avait pris une autre voie, un autre programme, ben peut-être qu'il aurait pu s'épanouir davantage. D'ailleurs, on parle de sciences humaines. Oui. Parce que souvent, les parents peuvent avoir des craintes aussi. C'est un mythe aussi, des fois, de dire, ben, de prendre la voie de sciences humaines, ben, on est comme les sciences vacances. Oui, c'est ça. Puis qu'on peut avoir bien du temps devant nous, puis qu'on fera rien. Ben, c'est une science. Moi, je dis toujours aux parents, les sciences humaines, c'est une science, mais on est dans la science de l'humain. Donc, on va s'interroger sur l'humain, on va se questionner sur l'humain, mais ça développe l'esprit critique, l'esprit d'analyse, beaucoup de lectures en sciences humaines, beaucoup de travaux longs qui demandent du temps de réflexion. Donc, sciences humaines, c'est pas plus facile. Parce qu'au contraire, un jeune qui aime pas les sciences humaines, il y en a même qui disent je vais aller en sciences humaines parce que ça va être facile, ça va être une voie de vacances, une voie de garage. Comme des fois je peux dire, ben c'est des fois il y en a qui rushent vraiment. Qui rushent en sciences humaines. Parce qu'ils sont pas à la bonne place. Parce que c'est beaucoup de lecture, beaucoup de réflexion. Quand on veut s'impliquer puis qu'on veut avoir des bons résultats en sciences humaines, ben il faut s'investir puis ça demande autant de travail. Faut autant aimer ça que d'aimer les sciences lorsqu'on veut s'en aller en sciences. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je pense que de toute façon, peu importe le programme au collégial, il y a un investissement en temps, il y a un investissement en énergie. On est à un autre niveau au niveau collégial. Quand on était jeunes, nous autres, on entendait souvent dire oh là, va à tel cégep, là, ce cégep-là, il est meilleur, il est mieux coté, ou tu vas avoir plus de possibilités d'être admis à l'université, des choses comme ça. C'est encore des choses qu'on entend? Oui, c'est des choses qui sont véhiculées encore chez les parents, chez les jeunes. En même temps, moi, j'ai toujours l'approche de dire, ben, tu sais, il y a un bon cégep, mais pour toi, là. Tu sais, par rapport à tes besoins, parce que tu veux retrouver dans un cégep ou dans une école de formation professionnelle. C'est différent un petit peu peut-être du système des États-Unis, là, où les écoles sont vraiment sont classées par ordre de performance. Puis bon, c'est une autre culture au Québec, là. On n'est pas dans cet esprit-là. Moi, ce que j'essaie de travailler avec les jeunes, c'est plus de dire, ben, quels sont tes besoins par rapport à ta future école? Comment est-ce que tu la rêves, ta future école, puis comment est-ce que tu la vois? Ouais. Puis là, c'est à partir de là où on va prioriser une école plus qu'une autre, mais par rapport à tes besoins à toi. T'sais, si je suis un jeune qui veut faire du sport de compétition, puis que j'ai besoin qu'il y ait, par exemple, un programme de sport-études à mon cégep, ben c'est sûr que là, la liste devient un petit peu moins grande. Si j'ai envie de faire du théâtre ou de développer mon intérêt pour la culture, tout ça, ben il y a peut-être des cégeps qui vont m'offrir des choses que d'autres mettent moins de l'avant. Puis évidemment, ben il y a les programmes. Tu sais, si je vise telle ou telle technique, elle ne se donne pas partout. Ouais. Fait que ça va aussi déterminer quel cégep va être le mieux pour moi. Il y a aussi le milieu de vie. Moi, j'ai des élèves qui sont ont grandi en région, puis au moment où ils font le choix d'aller vers le collégial, des fois, ils vont se diriger vers des plus petites villes. Donc, j'ai des gens qui vont aller vers le Saguenay parce qu'ils ont l'impression que ça ressemble à ici, ou qui vont choisir d'autres cégeps, là, comme Rivière-du-Loup, exemple, qui est perçu comme étant plus petit, par exemple, que Québec, mettons. Fait que souvent, là, c'est un petit peu ce qui va être choisi par les élèves, là. Mais l'idée du meilleur cégep, c'est vraiment lequel sera le meilleur cégep pour toi. Exact. Ouais.
Il y a des jeunes sûrement aussi qui vont avoir peur justement de faire un choix, de peur de se tromper, qui veulent justement attendre de prendre leur choix pour être 100% sûrs de leur décision. Tu dois en rencontrer quand même plusieurs. Oui, j'ai dans les demandes exprimées par les élèves et les parents aussi d'ailleurs, on entend souvent la phrase « mais je veux être à 100% sûr de mon choix ». Dans les années d'expérience que j'ai accompagné des adolescents, j'ai comme développer une façon de leur proposer, en fait, de réduire le pourcentage de certitude pour, encore une fois, que ce soit plus réaliste. Tu sais, souvent, moi, je dis aux élèves, on peut faire un processus ensemble, je peux te rencontrer, te donner plein d'informations, te proposer des sources d'informations diversifiées, on peut regarder des vidéos ensemble, se prononcer dessus après, tu peux faire des stages avec des travailleurs, on peut aller visiter des milieux de travail, on peut aller visiter des écoles, tu peux faire étudier en un jour, on peut faire toutes les actions imaginables pour avoir le plus de contrôle possible sur le fait d'être sûr de ton choix. Mais malgré qu'on fait tout ce travail-là, il y a toujours un 20-25% d'incertitude qu'il faut apprendre à tolérer. Puis je donne souvent des exemples dans notre vie tous les jours des choix qu'on fait. On va acheter une voiture, au moment où on l'achète, elle va cocher plein de cases de nos critères puis de nos exigences. Puis après 1 an à la conduire, souvent on va se rendre compte que, oups, il y a telle ou telle affaire que j'avais pas considérée, puis ça, c'est une surprise. Est-ce que ça remet en question mon choix? Pas nécessairement. Mais je le savais pas au départ. Fait que c'est un peu ça, la vie dans le système scolaire, c'est que je vais faire des choix en essayant de maîtriser le plus possible de choses au départ pour faire un choix qui est réfléchi puis qui est raisonné. Mais il y a toujours des surprises qui vont survenir. Puis c'est un peu ça dans le marché du travail aussi. On le sait comme adulte, on commence notre carrière, puis on sort de l'école, puis on s'intègre dans un milieu de travail, puis on a souvent l'attente que ça va être parfait. Mais on apprend à vivre avec des choses plus difficiles. Puis l'important, c'est que le rapport avantage-désavantage soit positif. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses dans mon programme ou dans mon métier que j'aime que de choses qui me posent des défis. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça. T'sais. Fait que la partie incertitude, je pense qu'on doit apprendre à vivre avec, mais on ne peut pas l'éliminer dans un processus de choix de carrière. Toi, je sais que tu es dans une école secondaire en région. Est-ce que tu entends des jeunes qui, par exemple, décident de s'en aller avec des amis ou disent, moi, je pense que je ne serais pas capable de vivre à l'extérieur? C'est-tu des espèces de préjugés oui, évidemment, je ne veux pas généraliser. Il y a des jeunes que c'est pas ça, mais il y a souvent des jeunes qui sont plus insécures un petit peu, qui vont donner comme raison justifiant leur choix d'aller avec des amis. C'est sûr que, bon, c'est une raison, c'est correct. Mais moi, je travaille toujours à les sensibiliser, à dire, tu sais, aller avec tes amis dans une concentration sportive durant ton secondaire, c'est peut-être moins grave que d'aller avec tes amis dans une technique en ville parce que c'est un nouveau cégep puis tu vas avoir au moins une amie pour être moins stressé puis pour vivre la transition, tu sais, parce que là, tu apprends un métier puis c'est plus difficile aussi puis ça a plus d'implications. Donc, c'est sûr que le travail de ramener le jeune à lui puis à s'affirmer par rapport à ses projets à lui, c'est la priorité là, dans notre bureau. Les amis, c'est toujours une priorité pour les ados, là, puis même les jeunes adultes. Mais le passage d'après le secondaire, c'est une occasion pour eux de justement mettre leurs valeurs en ordre. Ouais. Dans le sens où l'amitié, on te demande pas de l'éliminer. L'amitié, c'est quelque chose qui va te suivre pour ta vie, mais quelle importance tu vas y accorder par rapport à ta réussite scolaire, ton projet de carrière, la réalisation de qui tu es, ta place dans la société. T'sais. Fait qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans. Puis les jeunes ont vraiment besoin de beaucoup d'aide là, pour le faire quand ils nous arrivent avec des motivations comme ça là, pour expliquer un choix. Là. Il y a aussi un autre mythe que, moi, en tout cas, j'entends souvent parler. Là. Le jeune qui se dit « Ah, ben moi, je rentre au cégep, là, j'ai plein de trous dans mon horaire, j'ai un horaire plutôt allégé, là, 30 heures par semaine là, pour un petit job, là, je vais pouvoir gagner des sous puis chiller la fin de semaine. » T'en penses quoi? Ah, c'est pas une bonne idée, ça. J'ai aucun doute là-dessus. Ça aussi, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Quand on est étudiant à temps plein, travailler 25 ou 30 heures par semaine dans un emploi, c'est beaucoup trop. Il peut y avoir des exceptions, mais la grande majorité des jeunes qui vont se retrouver dans cette situation-là vont négliger leurs études, vont se retrouver avec des moins bons résultats, voire des échecs
cette même étude-là nous disait aussi que l'élève qui ne travaille pas du tout pendant ses études va moins bien réussir qu'un élève qui a un emploi étudiant. Mais le chiffre magique, c'est 10-15 heures d'emploi rémunéré par semaine. Un étudiant qui arrive à gérer un emploi 10-15 heures par semaine, donc on parle de peut-être 2-3 quarts de travail par semaine, plus ses cours, plus son étude, c'est quelqu'un qui va développer des bonnes méthodes de travail. Puis je pense que c'est pour ça qu'il effectivement va avoir des meilleurs résultats qu'un étudiant qui travaille pas du tout. Lui, ben, il y a du temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? On procrastine. Exact. Fait que souvent, ça fait en sorte qu'on est dernière minute. Puis tout ça. Donc, moi, ce que je dis aux parents, c'est un jeune qui a un emploi, c'est une bonne chose. Travailler 10, 15 heures par semaine, l'objectif à viser. Plus que ça, les recherches ont démontré que ça fait diminuer la réussite dans les études. Donc, pas nécessairement une bonne idée. Je pense que comme parent, on peut être là aussi, comme tu le disais tout à l'heure, j'aimais beaucoup ton terme d'observateur, parce qu'en fait, être à l'affût aussi, si le jeune, on voit que ses notes diminuent ou qu'il y a plus de difficultés à l'école, peut-être lui faire voir, lui dire, bon, tu trouves pas peut-être que tu fais un petit peu trop d'heures dans ton travail. Donc, c'est peut-être là où ce qu'on peut être utile aussi, les parents. Puis on se le cachera pas, hein, les employeurs, maintenant, ils ont tellement besoin d'eux que des fois, fais-moi un petit 5 heures de plus, un petit 3 heures de plus. Moi, je mets souvent mes élèves en garde par rapport aux employeurs. Les employeurs ont le tour de faire sentir aux jeunes qui sont importants. J'ai besoin de toi. Oui. Tu sais, ça, on va se retrouver dans un problème. Si tu rentres pas samedi, faut que le jeune soit capable de dire non, moi, mon occupation principale, c'est étudiant. Là. Je t'ai donné des disponibilités. Voici mes disponibilités. En dehors de ça, je suis pas disponible. Exact. C'est pas mon problème si l'entreprise a des problèmes de recrutement. Exact. Fait que ça, c'est important pour les parents. Faut que les études demeurent la priorité, mais le parent peut être là toujours en backup en arrière. C'est ça. Légère surveillance. Là. Oui. Un autre mythe, Claude, qu'on entend, là, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est, j'ai beaucoup d'amis qui ont élevé des enfants adolescents qui ont entré au cégep, puis souvent, ça disait, moi, mon jeune est rendu au cégep, hein, je veux dire, il y a un petit travail, il y a ses petites affaires. Il est autonome. Maintenant qu'il est au cégep, je le laisse aller. Et moi, j'avais tout le temps comme une petite réticence à ça. Je me disais, bon, c'est tout le temps bien d'être quand même là un peu. Je sais pas ce que tu en penses, toi, puis comment tu vois ça. Ben, je pense que pour les parents, il faut reconnaître effectivement le désir d'autonomie des jeunes qui sont rendus au cégep. Je pense que c'est correct de reconnaître ça. Mais je pense qu'il y a encore un rôle à jouer de la part des parents. Je pense que le rôle du parent, c'est de poser des questions à son jeune, de s'intéresser à ce qu'il vit, aux nouveautés, aux changements. De montrer de l'intérêt pour ses cours. Ah ouais, t'as commencé des cours de philo, comment tu trouves ça? Puis, moi, je me souviens dans mon temps, puis c'est rendu comment aujourd'hui? C'est juste de montrer de l'intérêt. Je pense que c'est important pour le jeune. Faut aussi montrer de l'ouverture. Hein? Souvent, quand on s'intéresse à ce que notre jeune vit, ça nous ramène à nos affaires à nous, donc faut faire attention un peu. Et le jeune peut vivre ça différemment. Puis c'est pas parce que toi, t'as adoré tes sciences nature en 1986 que lui, il va nécessairement aimer ça, la chimie et la physique. Hein? Ça se peut que ça soit bien différent pour lui. Fait que je pense que c'est toujours de ramener ça à son expérience à lui, puis de le faire nommer les choses aussi. Hein? Souvent, à cet âge-là, les jeunes, ils aiment ça jaser avec leurs amis, mais jaser avec leurs parents, c'est un peu moins cool. Ils en disent moins long. Surtout les garçons. Oui. Moi, j'ai des filles, fait que j'ai vécu ça autrement. C'est ça, pour le parent, d'être ouvert à une expérience différente. Tu sais, puis le jeune, s'il vit ça différemment, c'est correct. Je pense que notre rôle de parent, c'est de valider aussi son expérience puis son ressenti par rapport à comment ça se passe pour lui. On parle justement de sciences de la nature, on parle de sciences humaines. Il arrive que nos jeunes, on le dit, à la première session, les jeunes vont souvent faire, dans 30% des cas, vont faire un changement de programme. Ouais. Puis on entend souvent le mythe, faire un changement de programme, c'est une perte de temps. Oui, aussi. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Josée? Oui. Ben, c'est vrai que les parents, il y a beaucoup de craintes des parents que leur jeune fasse le mauvais choix puis se trompe puis que si, après une session ou 2 sessions, ils changent de programme, mais que leur jeune va avoir perdu leur temps. Mais moi, j'aime mieux penser que c'est pas une perte de temps. Tu sais, c'est un investissement. Peu importe, c'est que le jeune, il chemine. Le jeune, il a peut-être besoin de cette session-là ou de cette année-là pour apprendre à se connaître. Puis moi, je dis toujours aux parents, dites-vous quand il est en 5e secondaire, le jeune fait toujours le meilleur choix avec le meilleur de ce qu'il connaît de lui. Mais ça se peut que rendu au cégep, il a changé.
il a évolué, il a connu autre chose, puis qu'il se rend compte que finalement, ben ça ne lui correspond pas, puis c'est pas grave. Puis il perd pas tout. Il y a les cours obligatoires aussi que le jeune fait. Tous les programmes, les jeunes vont faire du français, de la philo, de l'anglais, de l'éducation physique. Ils sont faits. Le jeune s'avance. Il n'y aura pas à tout reprendre. Mais surtout, moi, je trouve que c'est du temps que le jeune se donne pour apprendre à se connaître. Mais oui, ça peut amener des craintes, si on le comprend. Mais aujourd'hui, on est plus dans une société où les jeunes même s'enlèvent cette pression-là. Mais des fois, c'est nos parents parce qu'on vient pas de ces années-là. On est, tu sais, des années où les parents, il y avait pas d'emploi, on voulait pas se tromper. Mais aujourd'hui, les jeunes, le marché du travail a changé. Ils ont plus de possibilités. Ils sont peut-être plus loin que les parents là-dessus, de dire, ben moi, je peux me donner peut-être l'erreur. Je veux apprendre à me connaître, je veux faire ce que j'aime. Faire un changement de programme, c'est une perte de temps, ça, Isabelle. Un grand classique. Un grand classique aussi. C'est sûr que si on regarde le changement d'un point de vue purement mathématique, froid, là, effectivement, quand on change de programme, ben il y a un nombre de mois qu'on a passé dans ce programme-là qu'on n'a pas passé ailleurs. Puis c'est vrai. Puis il y a même des parents qui me disent des fois, ben 1 an de programme perdu, c'est 1 an de salaire de moins. Oh mon Dieu, oui. Et là, il me donne les montants. Là. S'il avait fait ça avant, il aurait fait 50 000 de plus dans sa vie. Donc, c'est correct. C'est des points de vue qui sont différents. Par contre, je trouve que c'est des points de vue qui dévalorisent beaucoup l'expérience de l'élève. C'est-à-dire que ça rend le changement de programme un peu comme un échec. Ouais. Puis nous autres, c'est sûr que quand ça arrive, comme conseiller d'orientation, on essaie plus d'aller dans la sphère de qu'est-ce que cette expérience-là t'a rapporté, plus que dans ce que t'as perdu. Ouais. Parce que on veut construire, on veut avancer, on veut que le jeune ait de l'espoir, hein, on veut qu'il continue à s'engager dans un projet. Fait on va plus miser sur les acquis. Donc, qu'est-ce que t'as appris de toi dans ce changement de programme-là? Ben, j'ai appris de moi que ça, c'était pas ma place. OK, pour quelle raison? Puis souvent, le changement de programme fait que je vais savoir ce que je veux faire finalement. Ouais. Donc ça, c'est pas perdu. C'est que l'expérience que j'ai eue en allant essayer quelque chose me sert de tremplin vers finalement ce que je choisis pour vrai. T'sais. Fait que c'est difficile là, pour l'élève de voir ça juste comme un échec puis juste comme une perte de temps. T'sais, c'est une vision qui est un petit peu plus mercantile des choses. Puis nous, ben, on essaie de travailler plus au niveau du développement de soi puis des acquis personnels que ça apporte pour que l'élève ait la motivation de se projeter vers autre chose à partir d'un changement, certes, mais qui n'est pas forcément un échec. Expérimenter le collégial sans être trop certain dans un tremplin deck, moi, je pense que c'est une bonne idée. Si l'élève, il ne sait pas, plutôt que de faire un choix, m'aller en sciences humaines comme mes amis ou m'aller en sciences nature parce que ça m'ouvre toutes les portes, mais j'ai ça et maths. Tremplin deck est fait pour ça. Là. Ça a fait ses preuves. Tremplin deck, là, ça fait quoi, 20-25 ans que ça existe? Exact. Si on veut expliquer un petit peu plus aux parents, c'est quoi tremplin deck? Ça peut servir à quoi dans plein de situations? Moi, j'explique toujours ça en disant tremplin deck, ça sert à peu près à 3 sortes d'élèves. L'élève qui est très indécis, qui a le goût d'expérimenter le collégial, mais qui sait pas quel programme qui pourrait lui convenir. Je pense que c'est une bonne idée, le tremplin deck. Tremplin deck, c'est intéressant aussi pour un élève qui a fait un choix dans un programme contingenté qui a été refusé, puis qui se retrouve un peu à quelques mois d'entrer au cégep en disant, ben là, j'ai été refusé, je continue à vouloir aller dans ce programme-là, mais là, je peux pas. Ben, va expérimenter le tremplin deck, va développer des méthodes de travail, va essayer d'avoir des bonnes notes pour améliorer la qualité de ton dossier scolaire. Je pense que c'est une bonne idée. Le troisième, c'est les élèves à qui il manque des préalables pour aller dans un programme avec des préalables spécifiques. Ils n'ont pas eu la possibilité de le faire au secondaire ou ils ont échoué un préalable requis. Fait que d'aller le faire dans un tremplin deck, ça peut aussi être une bonne idée. Ça permet, en même temps de faire le préalable, d'expérimenter, de s'intégrer au collégial. Je sais pas si tu te souviens, au début, avant de s'appeler tremplin deck, ça s'appelait la session d'accueil et d'intégration. Ah, j'avais pas souvenir. Non, ouais, ça s'appelait comme ça au départ quand ça a été inventé. Fait que c'est vraiment une période où on expérimente, tu sais, puis qu'on se dit, ouais, c'est pour moi le collégial ou pas finalement. Fait que non, c'est un bon choix de tremplin, moi je pense. Il y a aussi le fait d'un étudiant, par exemple, qui hésite entre 2 programmes puis qui veut faire peut-être un cours de chacun des 2 programmes pour prendre une décision plus éclairée. Ça peut être intéressant aussi, le tremplin deck. Hein? Oui. Les cégeps permettent d'aller faire des cours d'expérimentation, comme tu dis, des cours d'exploration, pardon. Oui. Fait que oui, ça aussi, c'est une bonne raison, je pense, d'aller au tremplin deck.
Alors, Claude, il y a beaucoup, beaucoup d'autres mythes qui existent. Hein. On entend souvent aussi parler que de choisir un DEC technique, par exemple, notre jeune n'aura pas nécessairement accès à l'université ou ne pourra pas aller plus loin dans ses études. Ben, moi, je pense que d'aller dans un DEC technique, c'est pas du tout vrai que ça ferme les portes de l'université. Au contraire, la plupart des jeunes qui nous parlent d'un DEC technique vont nous parler des passerelles, des DEC bac, en se disant, ben oui, je choisis une technique parce que je sais ce qui m'intéresse puis j'ai vraiment le goût d'apprendre dans ce domaine-là, mais je ferme pas la porte à l'université, pas du tout. Il faut se rappeler que la base d'accès à l'université, c'est un DEC, peu importe qu'il soit préuniversitaire ou technique. À partir du moment où tu as un DEC, tu peux aller à l'université. Moi, je trouve que ça ouvre des portes de faire un choix technique. Je peux aller à l'université, mais je suis pas obligé d'aller à l'université. Au contraire, des programmes préuniversitaires, ben là, c'est comme si tu t'engages. Moi, je dis souvent ça. Tu choisis un programme préuniversitaire, ça veut dire que tu t'engages pour encore probablement 5 ans à aller à l'école. 5 ans d'études, parce que tes 2 ans de préuniversitaire vont t'amener un peu obligatoirement à l'université. Encore que là, après un préuniversitaire, on peut très bien aller faire une technique au cégep ou un DEP en formation professionnelle. Exact. C'est des chemins qui sont tout à fait possibles. Donc, tu sais, faut pas trop voir les choix comme des couloirs dans lesquels je suis enfermé. Au contraire, un choix, c'est une affirmation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai le goût de faire ça. Parfait. Expérimente-le. Puis on verra bien. Puis si ça va, tant mieux. Puis si finalement tu remets ce choix-là en question, ben tant mieux aussi. Ça veut dire que tu vas avoir appris, tu vas avoir réfléchi, tu vas prendre une décision plus éclairée. Effectivement, ça permet aux jeunes aussi qui est tanné un peu du général, je dirais. Absolument. De pouvoir faire quelque chose qui est plus concret pour lui aussi. Souvent, ben moi, je l'ai vu avec mon garçon, hein, ton garçon te dit au secondaire, ben je suis tanné, les maths, le français, à quoi ça va me servir dans la vie? Donc, il te rappelle tout le temps ça. Puis là, il arrive, bon, ben moi, je pense que je vais prendre un DEC technique, là, je vais aller sur le marché du travail. Mais moi, ce que ça a fait, c'est que quand il a terminé son DEC technique, il s'est dit, ben finalement, j'aime ça, ce que j'ai appris, je vais poursuivre vers l'université, je vais en apprendre davantage. Voilà. Exemple classique. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est comme ça qu'ils le vivent. Oui. Je pense que oui. Fait que comme parent, c'est dans le fond, moi, j'ai vu ça comme une belle motivation pour lui de poursuite, parce que peut-être que dans un préuniversitaire, il aurait peut-être décroché ou effectivement. Il aurait peut-être pas, On revient au sens, tu sais. Pour lui, exact. C'est ça qui faisait du sens. Alors, c'était un bon choix. Puis c'est vrai que pour certains jeunes, des programmes préuniversitaires, c'est comme si je m'en vais en secondaire 6. Je continue à apprendre des affaires, mais j'arrive pas à rattacher ça à « Oui, mais à quoi ça va me servir, moi, dans la vie, de faire encore des maths? » Puis Les universités, les cégeps ont développé beaucoup de partenariats ensemble pour permettre justement la voie de passage en technique, permettre d'aller à l'université. Entre autres, on a beaucoup de partenariats pour des DEC plus bac. Donc maintenant, l'étudiant peut aller faire 3 ans de technique et de se voir alléger même son parcours au niveau universitaire, de faire un bac en 2 ans au lieu de 3 ans. Donc, exemple, un jeune peut aller en soins infirmiers, faire une technique, puis il va pouvoir poursuivre en sciences infirmières 2 ans et ça lui permet pendant 5 ans d'aller chercher un 3 ans de terrain. Moi, je trouve qu'une technique, même pour certains, c'est avantageux. C'est concret. Ça lui permet d'apprendre sur la profession, de vivre des stages. Tu sais, ça permet vraiment aux jeunes d'être dans l'action. Puis un jeune qui a un profil plus être dans l'action, ben la technique va lui rapporter beaucoup et ça lui permet d'accéder à des programmes. Fait que oui, il y a des programmes DEC-BAC, des passerelles, mais lorsque le programme, des fois, ça n'a pas de lien du tout. Des fois, j'ai des jeunes qui vont passer par une technique, mais le programme à l'université va demander un diplôme d'études collégiales, tout simplement. Fait que des fois, il y a des jeunes qui vont dire, mais je peux aller faire un DEC en graphisme, mais j'ai envie d'aller en faire un bac en communication en journalisme. Puis ça demande un diplôme d'études collégiales. Ben oui, tu peux aller faire une technique. Tu vas avoir du plaisir dans ta technique. Ça va t'apporter un bagage, mais que tu vas pouvoir réinvestir. Mais peut-être pas un bac nécessairement qui est directement en lien, mais qui va t'amener à développer des compétences, mais que tu vas pouvoir, parce que c'est un diplôme d'études collégiales comme critère d'admission, ben tu vas pouvoir y aller. Ça ouvre beaucoup de possibilités, puis il y a beaucoup de programmes à l'université que ça demande des diplômes d'études collégiales. Même un jeune pourrait passer par une technique, décider d'aller en droit après parce que ça demande un diplôme d'études collégiales. Donc, c'est vraiment important de bien s'informer, regarder les possibilités et les parcours. Puis, ça donne le choix après aux jeunes de dire, je peux accéder au marché du travail si je veux pas aller à l'université. Puis, si j'ai envie d'y aller, je peux poursuivre. Puis, à la limite, des fois, c'est d'aller chercher quelques cours préalables qui se donnent au cégep, qui se donnent à l'université.
toi, quand, mettons, il y a un jeune qui vient te voir dans ton bureau puis qui te dit qu'il s'intéresse aux arts, puis là, il va te dire, mais ma mère et mon père, ça ne leur tente pas beaucoup que je m'en aille là-dedans. Y a-t-il une façon pour toi de l'accompagner? En fait, je débute avec le jeune, toujours. Dans le fond, les arts, c'est un peu comme un continuum. Hein? Il y a des extrêmes au niveau de la créativité propre au métier qui est choisi. Là, exemple, devenir peintre, c'est peut-être un pôle, puis être graphiste, c'est peut-être un petit peu moins extrême là, par rapport au domaine des arts, dans le sens où, être peintre, ma sécurité d'emploi repose vraiment sur mon talent puis sur le fait que mon art va être admiré par les gens puis que je vais vendre mes tableaux. Puis donc, il y a peut-être une insécurité qui est perçue souvent par les jeunes et les parents qui est peut-être un petit peu plus extrême. Puis si je m'en vais vers un métier comme, par exemple, le graphisme, il y a une sphère de créativité qui est vraiment là, où je dois créer, je dois imaginer, je joue avec des formes, des couleurs, des images. Mais j'appartiens, par exemple, à une firme de graphisme où je peux m'ouvrir moi-même mon propre bureau puis prendre mes clients. Puis là, éventuellement, avoir un revenu qui est un petit peu plus stable. Mais c'est toujours une question de valeur personnelle aussi. J'ai des élèves qui, pour eux, le fait d'avoir un salaire aux 2 semaines, c'est pas nécessairement une priorité. Donc là, il faut écouter ça, nous autres aussi, comme conseillers d'orientation, puis dire, tu as peut-être des attentes qui sont différentes de celles de la plupart des jeunes qu'on voit, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas légitimes puis qu'on peut pas les travailler. C'est toujours une question de valeur. Là, si le jeune a vraiment besoin de placer sa créativité puis son art au premier plan, il faut l'accepter puis il faut valoriser ça aussi, nous, comme conseil d'orientation. C'est sûr qu'au niveau des parents, il y a une insécurité qui s'exprime. Ça, c'est une réalité. Nous, comme conseil d'orientation aussi, on travaille le plan B, le plan C, le plan D. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on met en place souvent pour des jeunes qui visent pas nécessairement des métiers en art, mais par exemple, le jeune qui vise un programme en technique policière qui est très contingenté. Moi, je vais souvent dire à l'élève, mets pas tes œufs dans le même panier. Il faut que tu diversifies un peu tes options, puis dans ta tête, tu ouvres différentes portes pour pas être déçu si ton plan A marche pas. Fait qu'avec un jeune qui vise les arts, c'est parfois une stratégie qu'on emploie de dire, ton métier, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, est-ce que tu es capable dans ta tête d'ouvrir des portes pour un plan B, un plan C, un plan D, puis de dire, tu te fais au moins différents scénarios. Ça arrive pour des jeunes, par exemple, qui vont étudier la musique, de dire, moi, je veux avoir une carrière comme artiste. C'est correct. Est-ce que tu as besoin ou non d'avoir un plan B, un plan C, un plan D? Au cas où ta carrière de musicien, de musicienne ne fonctionne pas. Fait que là, souvent, on va identifier des choses comme, par exemple, OK, si ça ne marche pas, je vais enseigner la musique. Ou je vais travailler, par exemple, dans un studio d'enregistrement à faire la sono. Je vais demeurer dans le domaine du spectacle, dans le domaine de la musique, mais j'aurai une sécurité, un revenu, tout ça. Fait que, c'est un peu comme ça que moi, j'aborde le travail avec les jeunes qui entrevoient des métiers dans les domaines artistiques. L'autre mythe qui dit que le cégep, c'est facile. C'est donc bien facile, le cégep. Oui, c'est sûr que quand on entend ça, on voit bien que c'est le parent qui parle et non pas, il parle pas nécessairement de son jeune, mais c'est pas vrai que c'est facile, le cégep. Le cégep, ça demande une transition. Comme toutes les transitions, ça demande un investissement, ça demande un effort, capacité de s'adapter aussi. Je pense pas qu'il faut annoncer ça, là, que le cégep, c'est fait pour tout le monde. D'ailleurs, encore là, il y a des statistiques qui ont démontré que il y a facilement 30% des élèves qui vont essayer le collégial puis qui vont finalement en sortir sans diplôme, vont décider d'aller faire d'autres choix vers la formation professionnelle ou autre. C'est pas facile pour tout le monde. Le niveau d'autonomie que ça demande, c'est pas tout le monde qui l'a acquis à 16, 17, 18 ans. Il y en a qui peuvent l'acquérir plus tard. C'est correct aussi. Hein? Faut pas penser que on doit aller au cégep à 16, 17 ans puis après ça, c'est terminé. Pas du tout. Mm-hmm. On le sait, là, même je pense que les moyennes d'âge au collégial ont tendance à augmenter dans les dernières années. Donc, aller au cégep à 20 ans puis à 25 ans, c'est correct aussi. Ça peut être correct, dépendamment de notre jeune, de ce qu'il a envie de vivre. Puis, c'est pas parce qu'un jeune annonce à ses parents au mois de février de son secondaire 5 que lui, l'année prochaine, il a décidé que l'école c'était fini puis qu'il allait faire le tour de l'Europe avec son sac à dos, que ça veut dire qu'il ira jamais au cégep. Hein? Exact. Un choix comme ça, un choix affirmé comme ça, moi, je pense que ça mérite d'être soutenu, ça mérite d'être entendu, ça mérite d'être questionné. Parfait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, comme parent, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut poser des questions. C'est quoi ton projet? Parle-moi-en.
Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Pourquoi? C'est plus ça qui t'intéresse que d'aller au cégep? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce choix-là? Puis si ça fait du sens, puis John, c'est ça qu'il a envie de vivre. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller pas? valider? Ben oui, exactement. C'est quoi ton projet au retour, peut-être aussi? Exact. Je pense qu'il faut pas voir le cégep comme un automatisme après le secondaire. Il y a plusieurs options. Puis il y a un jeune qui prend conscience de toutes ces options-là puis qui fait un choix là-dedans. Pour moi, je pense que c'est correct. Puis je pense que comme parent, il faut soutenir ça. Peu importe le choix et peu importe comment ça vient nous confronter des fois aussi comme parents. Hein? Oui, je l'ai vécu, puis c'est pas évident. On a bien, c'est des beaux mots, on le dit, on le sait, on le pense. Mais quand ça nous arrive à nous, des fois, on se surprend à réagir des fois de la façon qu'on devrait pas. Puis, effectivement, c'est pas toujours évident. Non. Souvent, on entend comme mythe que les professeurs au cégep sont difficilement accessibles, c'est pas évident, on est traité comme des numéros, ils nous connaissent pas, c'est des classes avec beaucoup d'élèves, donc il y en a qui créent un peu d'anxiété aussi avec ce mythe-là. Comment tu peux démystifier tout ça, toi, Josée? Dans le fond, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que au cégep, ils sont accessibles, mais la seule chose qui change, c'est qu'il faut que ça soit le jeune qui se mobilise pour aller vers les services. Dans le sens qu'il faut que ça soit le jeune qui pose ses questions. Faut que si le jeune montre qu'il y a de la difficulté, rencontre son enseignant, lui pose des questions, l'enseignant va être disponible. Même il fait des récupérations aussi. L'enseignant, des fois, on pense que les enseignants ne font plus de récupération au collégial, mais ils ont un horaire ou de récupération. Mais c'est juste que l'enseignant, il s'attend à ce que le jeune va vers les ressources. Ça sera pas l'enseignant nécessairement comme au secondaire qui va dans son cours aller voir le jeune tout le temps, dire « Il me semble que tu vas pas bien, il me semble que tu arrives fatigué, pourquoi tu dors sur ton bureau, il me semble que tu arrives en retard. » Il reste pas, ça veut pas dire qu'ils sont indifférents, mais il va s'attendre à ce que ça soit le jeune qui se mobilise. Alors qu'au secondaire, on les encadre, on va beaucoup au devant. Mais là, c'est aux jeunes à se mobiliser. Mais il faut pas s'inquiéter, au cégep, ils ont beaucoup de services. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exact. On va en parler dans un autre balado, d'ailleurs, là, tous les services qui existent, qui est possible pour eux. Tu parlais tout à l'heure là, de récupération. Il y a des centres d'aide dans plein de matières aussi. Le jeune qui décide vraiment de se mettre en action par rapport à ses besoins d'aide, il y a une panoplie de ressources, effectivement, qui sont disponibles au collégial. Faut pas avoir peur. Ils disent que le potentiel de réussite du jeune à la première année au cégep est beaucoup aussi en lien avec l'accompagnement qu'ils ont eu de leurs parents encore. Fait qu'il reste que le parent est encore important. C'est sûr qu'on l'aide à l'amener vers l'autonomie, mais il faut toujours quand même être... Oui, il faut rester proche. Moi, je pense comme tu disais tantôt, ils partent de tout leur encadrement avec la cloche. On le disait, tout quoi faire. En plus, les parents recevaient un mémo quand il y avait quelque chose pour leur dire « As-tu oublié telle chose? » Maintenant, là, ça tombe que c'est eux là, qui sont responsables de tout. Fait que c'est certain que c'est un bon changement, ça aussi. Oui, puis il y a des jeunes qui sont prêts pour ce changement-là, puis il y en a qui le sont moins. Hein? Comme parents, il faut aussi observer notre jeune, puis se dire « Ouais, c'est vrai, moi, mon jeune, l'autonomie, il y a encore un peu de chemin à faire, fait que je vais rester proche. » Exact. Sans nécessairement le faire pour lui, parce que c'est ce qui est bien. Mais non. Mais de rester là pareil. Merci beaucoup, Claude. C'est sûr qu'il y a plein d'autres mythes aussi rattachés à tout ça. Il se dit des fois qu'en arrivant au cégep, le parent, il n'a plus vraiment comme sa place avec le jeune. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il se dit aussi que la job de parent, c'est une job pour la vie. Hein? Que moi, je le vois un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le jeune a besoin de ses parents. Il ne le sait pas toujours, mais il en a besoin, même au cégep. Fait que moi, j'ai plus l'opinion que le parent a sa place dans les études collégiales puis dans le parcours après le secondaire du jeune. Mais c'est sûr qu'un petit peu comme du primaire au secondaire, il y a un changement de cette présence-là du parent dans la vie du jeune. Le parent est un facteur de protection puis qui permet la réussite, qui permet d'avoir confiance en soi dans l'adversité, de sentir qu'on a du support, qu'on est important aussi. Hein? Ouais. J'avais lu à un moment donné dans une étude sur le décrochage scolaire, là, on avait questionné des jeunes
sur ce qui les encourageait le plus à aller à l'école, puis ce qui avait le plus d'impact sur leur persévérance. Puis le numéro 1 que les jeunes du secondaire là, ont donné comme réponse, c'était le fait que mes parents s'intéressent à mon parcours et à mes études. Donc, c'est pas vrai qu'à partir du secondaire 5, au mois de juin, c'est plus important. C'est ça, exactement. Donc, le jeune, avec le parent, va le dire des fois un peu tout croche. Des fois, c'est émotif. Des fois, il va crier son besoin d'indépendance. Mais comme parent, je pense que c'est de mesurer un peu le besoin du jeune, mais en lui faisant comprendre que j'ai l'intention d'être là, puis de continuer de te supporter, puis d'être une présence encadrante des fois, rassurante, intéressée dans ton parcours. Merci beaucoup, Isabelle. Ce fut un agréable moment t'accompagner. C'est réciproque, Guylaine. Merci. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillers d'orientation invités. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.